Bienvenue sur Histoire cachée, la chaîne où nous explorons les zones d'ombre que l'histoire officielle préfère taire. Je suis Étienne Valmont, et aujourd'hui nous allons parler d'un homme dont la vie entière fut une contradiction vivante. En juillet 1888, Alfred Nobel prend son café du matin dans son appartement parisien et déplie un journal français. Ce qu'il lit le fige sur place. Un grand quotidien annonce sa mort. Le titre est sans équivoque. Le marchand de la mort est mort. L'article explique qu'est décédé hier le docteur Alfred Nobel, l'homme qui avait bâti sa fortune en inventant des moyens de tuer davantage de personnes, plus vite qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. Alfred Nobel est pourtant bien vivant. C'est son frère aîné Ludwig qui vient de s'éteindre à Cannes, et un journaliste mal informé a confondu les deux hommes. Une erreur banale de rédaction. Mais pour Alfred, ce texte est un séisme personnel. Il vient de lire ce que le monde pense vraiment de lui. Pas les discours de façade, pas les éloges diplomatiques que l'on adresse aux grands industriels. La vérité brute, celle que l'on réserve aux nécrologies, quand on croit que l'intéressé ne peut plus lire. Cet homme que le journaliste vient bantérrer symboliquement est à ce moment-là l'une des figures les plus puissantes d'Europe. Il possède 92 usines réparties sur 2 continents. Il détient des centaines de brevets. Il a transformé à jamais la façon dont l'humanité fait sauter les montagnes, perce les tunnels, extrait les minerais et mène ses guerres. Son invention la plus connue, la dynamite, a révolutionné à la fois les chantiers de construction et les champs de bataille. Les armées du monde entier lui achètent ses explosifs, ses armes, ses munitions. Et pourtant, cet homme se définit lui-même comme un pacifiste convaincu. Cette contradiction n'est pas superficielle. Elle est au cœur de tout ce qu'Alfred Nobel a fait, pensé et écrit pendant plus de 60 ans. Il haïssait sincèrement la guerre. Il croyait, depuis l'adolescence, que la seule manière d'y mettre fin était de rendre les armes si dévastatrices que les États renonceraient d'eux-mêmes à s'en servir. Et pour démontrer cette théorie, il passait ses journées à fabriquer des explosifs toujours plus puissants qu'il vendait sans distinction à tous les belligérants des conflits de son époque. Son ami Victor Hugo le surnommait le brocanteur le plus riche d'Europe. Un homme sans foyer fixe, travaillant partout, appartenant à nulle part. Nobel décrivait lui-même son existence en quelques mots. « Mon foyer se trouve là où je travaille, et je travaille partout. » Il a vécu successivement à Saint-Pétersbourg, à Stockholm, à Paris, à San Remo. 5 langues, des dizaines de pays, des centaines de procès et de contrats. Une vie de mouvement perpétuel dans laquelle il n'a jamais réussi à construire ce à quoi il aspirait peut-être le plus. Un foyer stable, une famille, une paix intérieure. La fortune qu'il a accumulée est immense. Mais elle est entachée, dans l'opinion de ses contemporains, par les usages auxquels ont été mis ses inventions. Le mot « dynamite » résonne partout sur le continent européen. Sur les chantiers du canal de Suez, dans les mines d'Afrique du Sud, dans les tranchées de dizaines de conflits régionaux. Chaque explosion, qu'elle serve à percer un tunnel ferroviaire ou à détruire un régiment, porte en quelque sorte sa signature. Ce matin de juillet 1888, face à cette nécrologie écrite par erreur, Nobel comprend une chose que peu d'hommes ont l'occasion de saisir de leur vivant. Il lui reste encore du temps pour décider de ce que l'histoire retiendra de lui. Et il va s'y employer avec la même rigueur méthodique qu'il appliquait à ses recherches en chimie. Ce qu'il fera de cette prise de conscience changera durablement la façon dont le monde reconnaît et récompense le mérite humain. Mais pour comprendre pourquoi cet homme en est arrivé là, pourquoi il était à la fois l'inventeur de la dynamite et un idéaliste hanté par le rêve de la paix perpétuelle, il faut remonter aux origines d'une famille marquée autant par le génie que par la catastrophe. Partie 2. Une famille de l'exil et du génie. La famille Nobel n'est pas une famille ordinaire. Elle porte en elle une double marque que l'on retrouve à chaque génération. Un talent hors du commun pour l'invention technique et une aptitude tout aussi remarquable à frôler la ruine. Ces 2 traits, transmis de père en fils comme un héritage encombrant, forgeront Alfred bien avant qu'il tienne lui-même une éprouvette. Les Nobel sont suédois depuis des siècles. Parmi leurs ancêtres figure Olof Rudbeck, savant du XVIIe siècle, botaniste, anatomiste et astronome,
qui enseigna à l'université d'Uppsala et consacra une partie de sa vie à démontrer que la Suède était le berceau de toute civilisation occidentale. Rudbeck croyait avoir identifié l'Atlantide dans les plaines scandinaves. Cette conviction, aussi extravagante qu'elle paraisse aujourd'hui, dit quelque chose d'essentiel sur la lignée. Une intelligence aiguë, une ambition démesurée et une tendance à confondre la grandeur de ses propres idées avec la grandeur du monde. Le père d'Alfred, Immanuel Nobel le Jeune, est architecte de formation et inventeur par vocation. Il est intelligent, entreprenant et régulièrement rattrapé par la malchance. Après avoir perdu plusieurs barges chargées de matériaux de construction, coulées dans des circonstances que les récits familiaux n'élucident pas tout à fait, il se retrouve criblé de dettes. Sa maison est vendue. Sa réputation suédoise est compromise. En homme pragmatique, il choisit de ne pas attendre que la situation s'aggrave davantage et prend la route de Saint-Pétersbourg. Nous sommes dans les années 1840. La Russie de Nicolas Ier est un empire en pleine transformation industrielle. Les ingénieurs qualifiés y sont rares et bien accueillis, à condition de savoir se rendre utile aux autorités. Immanuel Nobel comprend vite les règles du jeu. Il obtient une audience auprès du comité impérial chargé du développement industriel, puis, dit-on, devant le tsar en personne, à qui il présente ses travaux sur les mines sous-marines. Nicolas Ier, homme de guerre autant qu'homme d'État, apprécie ce genre de proposition. Les Nobel s'installent à Saint-Pétersbourg. Ce qui suit ressemble à une ascension fulgurante. Immanuel décroche des contrats militaires substantiels, mines antipersonnelles, canons à tir rapide, équipements en caoutchouc pour l'armée. La guerre de Crimée, qui absorbe d'immenses ressources matérielles, ne fait qu'amplifier la demande. La famille, qui vendait des allumettes dans les rues de Stockholm quelques années auparavant, vit désormais dans l'aisance. Alfred naît à Stockholm en 1833, troisième fils d'une fratrie qui comptera 8 enfants, dont 4 mourront en bas âge. Il arrive à Saint-Pétersbourg encore enfant et y grandit dans un monde en construction. Sa constitution physique est fragile. Il souffre toute sa vie de maladies respiratoires et d'une santé précaire qui l'obligera à ménager ses forces. Mais son intelligence est exceptionnelle. Il apprend le russe, le français, l'anglais et l'allemand avec une facilité qui étonne ses précepteurs. Il lit avec passion la poésie anglaise, Shelley en particulier, mais aussi la philosophie et les sciences naturelles. On dit qu'il écrivait lui-même des vers en anglais à l'adolescence, et que cette sensibilité littéraire ne le quittera jamais vraiment. C'est à Saint-Pétersbourg qu'il commence à s'initier à la chimie auprès de Nikolai Zinin, l'un des meilleurs chimistes de l'Empire, spécialiste des composés organiques et des réactions d'oxydation. Zinin détecte chez ce jeune homme maladif quelque chose d'inhabituel. Une rigueur analytique doublée d'une imagination fertile, deux qualités qui ensemble font les grands chercheurs. Il l'encourage à poursuivre. Puis le contexte politique change brutalement. Nicolas Ier meurt en 1855. La guerre de Crimée se termine l'année suivante sur une défaite humiliante pour la Russie. Les contrats militaires s'évaporent du jour au lendemain. Immanuel Nobel, dont toute la prospérité reposait sur la commande publique, se retrouve une nouvelle fois insolvable. Pour la deuxième fois en 20 ans, il dépose le bilan. Il rentre en Suède avec sa femme et ses 2 fils cadets, dont Alfred. Les frères aînés, Robert et Ludwig, restent en Russie pour tenter de sauver ce qui peut l'être de l'entreprise familiale. Cette séparation est le point de départ d'une histoire industrielle qui s'étendra sur plusieurs décennies et finira par impliquer du pétrole, des puits de forage et 3 des plus grandes fortunes mondiales. Mais cette partie de l'histoire appartient à plus tard. Alfred, lui, quitte la Russie à 17 ans avec une formation scientifique solide, 5 langues, une constitution fragile et une curiosité intellectuelle que rien ne semble pouvoir épuiser. En 1850, il part compléter son éducation, d'abord aux États-Unis, puis à Paris. C'est dans la capitale française qu'il fera une rencontre qui orientera définitivement le cours de sa vie. À Paris, en 1850, Alfred Nobel rencontre Ascanio Sobrero, chimiste italien installé dans la capitale française. 3 ans plus tôt, Sobrero avait mis au point une substance que personne ne savait vraiment comment qualifier. Un liquide huileux, incolore, d'apparence anodine, qui explosait avec une violence 20 fois supérieure à celle de la poudre noire. Il l'avait baptisé nitroglycérine. Et il en avait aussitôt regretté l'existence.
Sobrero n'était pas un homme timide, mais cette découverte l'avait profondément ébranlé. Il avait gardé ses travaux secrets pendant 1 an entier avant de les publier, et n'avait cessé depuis lors d'avertir quiconque voulait l'entendre contre les dangers de ce produit. La nitroglycérine explose sous l'effet de la chaleur, du froid, de l'agitation, de la lumière directe du soleil, parfois sans raison apparente. Elle est instable par nature, imprévisible par définition, et ses propriétés la rendent pratiquement impossible à transporter sans risque mortel. Pour le jeune Alfred, fasciné depuis l'enfance par les composés chimiques et les possibilités qu'offrait la transformation de la matière, cette substance représente quelque chose de fondamentalement différent. Là où Sobrero voit une menace à contenir, Nobel perçoit un potentiel à discipliner. Il rentre en Suède avec cette idée fixe, rendre la nitroglycérine utilisable. La demande existe, et elle est considérable. Partout en Europe et en Amérique du Nord, les grandes entreprises de travaux publics cherchent désespérément une alternative à la poudre noire pour les chantiers de grande envergure. Percer des tunnels à travers les Alpes, extraire du minerai dans les montagnes rocheuses, construire les réseaux ferroviaires qui relient les continents, tout cela exige des explosifs d'une puissance que la poudre noire ne peut tout simplement pas atteindre. Les ingénieurs savent ce que la nitroglycérine pourrait accomplir. Le problème, c'est que personne ne parvient à la maîtriser. Les accidents se multiplient à travers le monde. Des entrepôts sautent en Allemagne, des bateaux coulent au large des côtes américaines, des quais portuaires sont soufflés en Australie. En Russie, une explosion à Peterhof est si violente qu'Alexandre II interdit sur le champ la fabrication et l'utilisation du produit sur tout le territoire de l'Empire. Les gouvernements occidentaux commencent à légiférer dans le même sens. La nitroglycérine est en train de se faire interdire avant même d'avoir vraiment servi. Dans ce contexte, la famille Nobel installe un petit laboratoire en Suède et Alfred commence ses expériences avec une méthode que l'on pourrait qualifier d'obstinée. Il veut comprendre précisément à quel moment et pourquoi la substance se déclenche, et comment on pourrait séparer le moment de l'utilisation voulue du moment de l'explosion accidentelle. Ce travail le conduit à une première invention capitale, le détonateur à capsule. Le principe est d'une simplicité élégante. Une petite charge de poudre noire, contenue dans un cylindre métallique avec une mèche longue, est insérée dans la masse de nitroglycérine. On allume la mèche, on s'éloigne. La poudre explose, produit une onde de choc localisée et déclenche la nitroglycérine à distance, au moment choisi, depuis un endroit sûr. Certains historiens des sciences considèrent ce détonateur comme la plus importante des inventions de Nobel, plus encore que la dynamite qui suivra, car c'est lui qui transforme n'importe quel explosif en outil contrôlable. Mais la nitroglycérine reste dangereuse à fabriquer, à stocker et à transporter. Et le 3 septembre 1864, ce danger prend un visage définitif. Ce matin-là, une explosion se produit dans l'atelier des Nobel pendant une opération de purification du produit. 5 personnes meurent sur le coup. Parmi elles se trouve Émile, le frère cadet d'Alfred. Il a 21 ans. Alfred travaillait dans un bâtiment adjacent et s'en tire avec des contusions. Physiquement, il est indemne. Mais quelque chose se brise en lui ce jour-là qui ne se ressoudra jamais vraiment. Déjà porté par tempérament vers la mélancolie, il entre dans une période de dépression profonde dont les traces apparaissent dans sa correspondance pendant des années. La mort d'Émile n'est pas un accident abstrait dans une série de chiffres. C'est son frère, dans son atelier, à cause de son travail. Cette douleur ne le pousse pas à abandonner ses recherches. Elle l'y enfonce davantage, avec une intensité nouvelle. Il ne peut pas admettre qu'Émile soit mort pour rien. Il faut que la nitroglycérine devienne sûre. Il reprend ses expériences avec une série d'absorbants, papier, sueur, charbon, plâtre, poussière de briques, cherchant une substance capable de stabiliser le liquide sans en annuler la puissance explosive. Les essais se succèdent pendant des mois. La solution vient d'une roche sédimentaire particulière que l'on trouve en abondance autour de son laboratoire, le kieselguhr, une argile poreuse formée de diatomées fossiles. Mélangée à la nitroglycérine, cette matière absorbe le liquide et le transforme en une pâte malléable, stable lors des chocs et des variations de température, mais qui explose avec une efficacité quasi identique lorsqu'on la déclenche volontairement. On peut la mouler, la conditionner dans des tubes de carton, la transporter dans des caisses sans risque particulier. Nobel donne à cette invention le nom de dynamite, du grec signifiant « la force ».
Il existe une version, colportée dès l'époque, selon laquelle cette découverte serait due au hasard. Une fiole de nitroglycérine aurait craqué sur une étagère et le liquide se serait mélangé accidentellement au kieselguhr environnant. Nobel lui-même rejette cette version avec une netteté qui dit beaucoup sur sa façon de travailler. Il avait testé méthodiquement des dizaines de matériaux poreux. Le kieselguhr était sur sa liste depuis le début. Il n'y a pas de sérendipité dans la dynamite. Il n'y a que 2 ans d'obstination après la mort d'un frère de 21 ans. La dynamite transforme Alfred Nobel en millionnaire en l'espace de quelques années. La demande est immédiate, massive, mondiale. Les compagnies ferroviaires, les sociétés minières, les entreprises de génie civil font la queue pour s'approvisionner auprès de celui qui vient de résoudre le problème qui paralysait les grands chantiers depuis une décennie. Nobel ouvre des usines en Allemagne, en Norvège, en Grande-Bretagne, en Finlande, aux États-Unis. À 35 ans, il dirige un empire industriel qui s'étend sur 2 continents et dont les revenus ne cessent de croître. Ce succès foudroyant ne le rend pas exubérant. Ses contemporains le décrivent comme un homme sobre dans ses habitudes personnelles, indifférent au luxe, peu porté sur les mondanités. Il vit dans des hôtels, des maisons de location, des laboratoires aménagés à la hâte. Ses dépenses personnelles sont modestes au regard de sa fortune. Ce qu'il dépense, il le réinvestit dans ses recherches, dans le développement de nouvelles usines ou dans les affaires de ses frères restés en Russie. L'argent est pour lui un instrument, pas une fin. Sauf que cet instrument finit par servir à quelque chose qu'il avait dit vouloir combattre. Nobel se présente volontiers comme un pacifiste. Cette conviction n'est pas feinte. Elle traverse toute sa correspondance, ses écrits personnels, ses conversations rapportées par ses proches. Il croit sincèrement que l'escalade des capacités destructrices des armes conduira tôt ou tard les États à comprendre que la guerre est une absurdité économique et humaine. Plus les explosifs sont puissants, raisonne-t-il, plus les gouvernements hésiteront à les utiliser. La terreur mutuelle engendrera la paix. C'est une théorie audacieuse. C'est aussi une théorie qui lui permet de vendre sa dynamite aux armées du monde entier sans que sa conscience en soit trop troublée. Car c'est bien ce qui se passe. La dynamite, inventée selon Nobel pour les chantiers civils, les mines et les tunnels, est adoptée avec enthousiasme par les états-majors européens. Les armées l'intègrent dans leurs arsenaux, l'adaptent à leurs obus, expérimentent ses usages offensifs. Nobel observe cela, le déplore publiquement dans sa correspondance et continue de signer des contrats avec ces mêmes armées. Cette dissonance n'échappe pas à ses contemporains, et elle ne lui échappe pas non plus. Mais il ne change pas de cap. Il va même plus loin. Dans les années 1870 et 1880, alors que sa fortune est déjà considérable, il diversifie son activité vers la fabrication directe d'armements. Il acquiert en 1894 le groupe métallurgique de Bofors, en Suède, qu'il reconvertit en grande partie vers la production de canons et de matériel militaire. Il développe la ballistite, une poudre sans fumée dont les applications militaires sont évidentes. La France, où il réside alors, l'accuse d'avoir livré la formule à l'Italie, pays considéré comme un adversaire potentiel. Les autorités françaises ouvrent une enquête, perquisitionnent son laboratoire de Sèvres et lui signifient finalement l'ordre de quitter le territoire et d'emporter ses affaires avec lui. Nobel quitte Paris sans manifester d'amertume particulière et s'installe à San Remo. Cet épisode français révèle une caractéristique centrale de sa façon d'opérer. Il vend à tout le monde, sans considération des alliances politiques du moment. Ce n'est pas du cynisme affiché, il n'en tire aucune fierté apparente, mais une conséquence logique de sa vision du commerce international comme activité au-dessus des contingences nationales. Les armes sont pour lui des produits comme les autres, soumis aux lois de l'offre et de la demande. Que cela contredise frontalement ses déclarations pacifistes ne semble pas le préoccuper outre mesure, ou du moins pas suffisamment pour modifier sa conduite. Pendant ce temps, ses frères Robert et Ludwig transforment une intuition d'Alfred en 3e pilier de la fortune familiale. Lors d'un voyage dans le Caucase, à la recherche de bois pour des crosses de fusil, Alfred découvre par hasard les activités pétrolières naissantes autour de Bakou. Il télégraphie immédiatement à ses frères pour les inciter à investir. Ludwig et Robert s'y lancent avec une énergie remarquable. Ensemble, ils inventent le pipeline de transport de pétrole, développent les premiers navires-citernes, construisent des dizaines de milliers de réservoirs à travers la Russie. Leur société, la Bras Nobel, contraction de Frères Nobel,
devient en quelques années l'un des premiers producteurs mondiaux d'hydrocarbures. Grâce à eux, le prix du pétrole lampant chute de façon spectaculaire en Europe, rendant le kérosène accessible aux foyers les plus modestes. Cette aventure pétrolière place les Nobel en concurrence directe avec les Rothschild, qui exploitent des gisements en mer Adriatique, et avec John Rockefeller, dont la Standard Oil contrôle une part écrasante du marché américain. Des négociations sont engagées pour un accord de partage du marché mondial. Selon certaines sources, un texte attribuant 75% du marché à Rockefeller et le reste aux Rothschild associés au Nobel est rédigé et paraphé. Il ne sera jamais signé. L'intervention du gouvernement russe, soucieux de préserver sa souveraineté sur ses ressources, fait capoter l'accord au dernier moment. Victor Hugo, qui connaît Nobel de longue date, résume sa situation d'une formule restée célèbre. Il est, dit-il, le plus riche des vagabonds d'Europe. L'image est juste. Nobel n'a pas de domicile fixe, pas d'attache familiale, pas de nationalité revendiquée avec conviction. Il est suédois de naissance, russe de formation, français d'adoption temporaire, italien de résidence finale. Il appartient à cette catégorie rare d'hommes du XIXe siècle pour qui les frontières nationales ne sont jamais que des formalités administratives. Mais sous cette liberté de mouvement et cette indifférence apparente aux conventions, se cache un homme profondément seul, que la réussite matérielle n'a pas protégé des tourments intérieurs. En 1876, Alfred Nobel a 43 ans et cherche une secrétaire pour gérer sa correspondance et son domicile parisien. Il publie une annonce dans un journal viennois, rédigée avec une précision caractéristique. Il recherche une femme cultivée, parlant plusieurs langues, capable d'organiser sa vie professionnelle et de tenir son intérieur avec méthode. Une femme répond. Elle s'appelle Berta Kinsky, elle est comtesse autrichienne, elle a 33 ans, et elle va occuper dans la vie d'Alfred Nobel une place que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Berta Kinsky arrive à Paris avec une biographie déjà chargée. Issue d'une ancienne famille de la noblesse militaire autrichienne, elle a grandi dans un environnement cossu, mais instable, marqué par des dettes familiales et une position sociale fragile. Elle est intelligente, indépendante de caractère, et nourrit depuis l'adolescence une curiosité intellectuelle que les conventions de son milieu ne parviennent pas à contenir. Elle parle plusieurs langues, lit largement, et a des opinions tranchées sur des sujets que les femmes de sa condition n'étaient généralement pas censées aborder. Nobel tombe amoureux d'elle très rapidement. Cela ne surprend pas tout à fait ceux qui le connaissent. Il est un homme sensible, épris de littérature et de poésie, qui a toujours aspiré à une vie affective stable sans jamais réussir à la construire. Berta représente pour lui quelque chose de rare, une interlocutrice réelle, capable de le comprendre à la fois comme homme de science et comme homme de lettres. Mais Berta ne partage pas ses sentiments. Elle est venue à Paris pour exercer un emploi, non pour choisir un mari. Et elle est déjà liée, de longue date, à Arthur von Suttner, un jeune aristocrate autrichien dont elle est profondément amoureuse. Quelques semaines après son arrivée à Paris, elle part rejoindre Arthur à Vienne. Ils se marient en secret, contre l'avis de la famille von Suttner qui juge l'union socialement inégale. Nobel apprend la nouvelle et accuse le coup en silence. Il ne rompt pas pour autant le contact. Entre lui et Berta commence alors une correspondance qui durera jusqu'à sa mort, 20 ans plus tard. Une correspondance dense, sincère, où les deux échangent sur leurs lectures, leurs idées, l'état du monde, et les questions morales que Nobel n'ose pas toujours formuler à voix haute devant d'autres. Car Berta von Suttner n'est pas seulement une ancienne secrétaire avec qui il entretient une amitié épistolaire. Elle devient, au fil des années 1880, l'une des voix les plus influentes du mouvement pacifiste européen. Elle fonde des ligues pour la paix, intervient dans des congrès internationaux, correspond avec les chefs d'État et les intellectuels de son époque. En 1889, elle publie un roman qui connaît un retentissement considérable à travers toute l'Europe. Une fiction anti-war d'une franchise inhabituelle pour l'époque, qui décrit avec précision les ravages humains de la guerre moderne. Ce livre la propulse au premier rang du débat pacifiste international. Nobel lit ce roman avec attention. Il écrit à Berta pour lui dire qu'il partage ses convictions, que la paix est l'objectif vers lequel l'humanité doit tendre, que rien dans son activité n'a jamais été conçu pour servir la destruction. Berta lui répond avec une franchise que peu de personnes s'autorisent vis-à-vis d'un homme aussi puissant. Elle lui fait observer que les intentions et les actes ne s'évaluent pas de la même façon, que les explosifs qu'il fabrique et vend tuent des gens en ce moment précis,
et que le pacifisme ne peut pas se limiter à des convictions théoriques exprimées dans des lettres privées. Cette tension entre eux est réelle, documentée, et Nobel ne la résout jamais véritablement. Il continue d'écrire à Bertha en se disant pacifiste et continue de gérer ses usines d'armement. La vie sentimentale de Nobel prend par ailleurs, pendant ces mêmes années, une tournure moins glorieuse. À une date que les biographes situent approximativement dans les années 1870, il entame une relation avec une jeune femme prénommée Sophie S., qu'il rencontre à Vienne alors qu'elle a une vingtaine d'années. La relation dure près de 18 ans. Elle est, selon les témoignages concordants de l'époque, profondément déséquilibrée. Sophie est décrite par ceux qui la fréquentent comme une femme légère, peu intéressée par les préoccupations intellectuelles de Nobel, dépensière et volage. Nobel lui verse des subsides considérables, lui écrit des lettres dont le ton oscille entre l'affection sincère et l'exaspération à peine contenue, et ne parvient pas à rompre définitivement pendant des années. La relation se termine de façon humiliante pour lui, lorsque Sophie a un enfant d'un officier de cavalerie autrichien. Nobel continue néanmoins de lui verser une pension jusqu'à sa mort. Cet attachement paradoxal à une femme qui ne lui convenait manifestement pas, combiné à l'amour non partagé pour Bertha, dessine le portrait d'un homme dont la vie intérieure est profondément contradictoire. Il aspire à la compréhension mutuelle et à la profondeur des échanges. C'est ce qu'il trouve dans ses lettres avec Bertha. Il est en même temps incapable de construire une relation stable et égale avec une femme qu'il aimerait en retour. Cette incapacité n'est jamais expliquée dans ses écrits. Elle est simplement là, comme un angle mort dans une vie par ailleurs rigoureusement maîtrisée. À la fin des années 1880, Nobel cumule 355 brevets, dirige des opérations industrielles dans une vingtaine de pays et n'a nulle part où rentrer le soir. La lecture du faux nécrologique en juillet 1888 est une rupture. Non pas parce qu'Alfred Nobel découvre ce jour-là que le monde peut se tromper sur son compte, il le sait depuis longtemps, mais parce qu'il réalise, avec une précision douloureuse, que si ce texte avait été authentique, il aurait constitué son épitaphe définitive. Torchant de la mort est mort. C'est ainsi que l'histoire allait se souvenir de lui. Dans les mois qui suivent, il commence à réfléchir différemment à ce que l'on appelle, avec une expression un peu solennelle, la question du legs. Non pas au sens juridique du terme, il a déjà rédigé plusieurs versions de son testament, mais au sens plus fondamental de ce qu'un homme laisse derrière lui lorsque tout le reste s'est tu. Il correspond davantage avec Bertha von Suttner sur les questions de paix et de désarmement. Il finance discrètement plusieurs initiatives pacifistes. Il soutient des congrès pour la résolution arbitrale des conflits entre nations. Ses gestes restent privés, peu documentés, presque invisibles depuis l'extérieur. Ces dernières années sont assombries par la maladie. Il souffre de problèmes cardiaques sévères, aggravés par des décennies de travail en contact avec des substances chimiques. L'ironie ne lui échappe pas. L'un des traitements que ses médecins lui prescrivent est la trinitrine, un dérivé de la nitroglycérine utilisé comme vasodilatateur cardiaque. L'homme qui a consacré sa vie à exploiter les propriétés explosives de cette molécule doit maintenant en absorber de petites doses pour maintenir son cœur en état de fonctionner. Il note cette coïncidence dans une lettre à un ami avec un détachement qui ressemble à de l'humour noir. Le 27 novembre 1895, à Paris, Alfred Nobel signe la dernière version de son testament. Le document est rédigé de sa main, sans l'assistance d'un notaire, dans un style direct qui tranche avec le langage juridique habituel de ce type d'acte. Il y expose clairement sa volonté. La quasi-totalité de sa fortune, soit environ 94% de ses avoirs, représentant 31 millions de couronnes suédoises de l'époque, sera placée dans un fonds dont les intérêts annuels seront distribués chaque année sous forme de prix. 5 domaines sont retenus: la physique, la chimie, la physiologie ou médecine, la littérature, et enfin la contribution à la paix entre les nations. La fortune ne reviendra à aucun membre de sa famille. Le 11 décembre 1896, Alfred Nobel meurt d'une hémorragie cérébrale dans sa villa de San Remo, en Italie. Il est seul. Ses domestiques trouvent son corps le matin. Ses proches, prévenus par télégramme, arrivent après coup. Il avait 63 ans. Lorsque le testament est ouvert et son contenu rendu public, la stupéfaction est générale. La famille Nobel, qui attendait depuis des années de connaître le montant de sa part d'héritage, découvre qu'elle ne reçoit rien, ou presque.
Les neveux et cousins avaient planifié leur avenir en conséquence. Certains avaient emprunté sur la foi de l'héritage attendu, d'autres avaient engagé des projets commerciaux qui supposaient des liquidités importantes. Plusieurs d'entre eux avaient espéré utiliser ces fonds pour consolider l'empire pétrolier de la Bras Nobel à Bakou, dont la situation financière se dégradait depuis quelques années. C'est précisément l'inverse qui se produit. De l'argent est retiré de l'activité familiale pour constituer le fonds Nobel, et la perspective du soutien familial s'effondre d'un coup. Les héritiers contestent le testament devant les tribunaux suédois. Ils soulèvent des objections de forme. Nobel n'avait pas fait appel à un notaire, le document n'avait pas été rédigé en Suède, plusieurs clauses manquaient de précision juridique suffisante. Ils ardent également que Nobel n'avait pas la capacité légale de disposer de ses biens de cette façon, que le fonds envisagé n'existait pas encore juridiquement au moment de la signature. Ces procédures durent 5 ans. Ce n'est qu'en 1901 que le comité Nobel est en mesure de procéder aux premières attributions de prix. Pendant ces 5 années de contentieux, la presse européenne suit l'affaire avec un intérêt mêlé de perplexité. L'idée qu'un homme ayant bâti sa fortune sur la fabrication d'explosifs et d'armes consacre cette même fortune à récompenser ceux qui contribuent à la paix et au progrès humain dépasse les catégories habituelles. Certains journaux saluent un geste de grandeur morale. D'autres y voient une tentative tardive et calculée de racheter une réputation compromise. D'autres encore s'interrogent sur la sincérité d'une démarche qui reste, en fin de compte, unilatérale. Nobel décide seul, après sa mort, de ce que signifie contribuer à la paix, sans jamais avoir modifié de son vivant les pratiques industrielles que ce testament semble vouloir compenser. La question de la sincérité de Nobel est celle que ses contemporains ne parviennent pas à trancher, et que les historiens continuent de débattre. Son geste est-il l'expression authentique d'un idéalisme porté depuis l'adolescence, enfin traduit en actes concrets au seuil de la mort? Ou est-ce la réponse pragmatique d'un homme lucide qui a compris, grâce à un article de journal publié par erreur, qu'il lui restait une dernière chance de contrôler ce que l'histoire écrirait sur lui? Il est probable que les deux soient vrais en même temps. Nobel était suffisamment complexe pour que ses motivations ne se laissent pas réduire à une seule. Le 10 décembre 1901, 5 ans jour pour jour après la mort d'Alfred Nobel, la première cérémonie de remise des prix se tient à Stockholm. Les lauréats de cette première édition donnent immédiatement la mesure de ce que le testament avait voulu accomplir. Wilhelm Röntgen reçoit le prix de physique pour la découverte des rayons X, qui révolutionne la médecine diagnostique. Jacobus van 't Hoff obtient celui de chimie pour ses travaux sur la dynamique des réactions chimiques. Emil von Behring est récompensé en physiologie pour la mise au point d'un sérum antidiphtérique qui sauve des milliers d'enfants chaque année. Jean-Henri Dunant, cofondateur de la Croix-Rouge internationale, et Frédéric Passy, fondateur de la Ligue internationale de la paix, partagent le premier prix de la paix. Bertha von Suttner, à qui Nobel avait pensé en rédigeant la clause sur la paix entre les nations, devra attendre. Elle recevra le prix en 1905, devenant ainsi la première femme lauréate du prix Nobel de la paix. Elle avait 62 ans. Nobel ne sera jamais là pour le savoir, mais il avait prévu que ce moment arriverait. Ses premières attributions établissent un standard que le comité Nobel cherchera, avec des fortunes inégales, à maintenir pendant plus d'un siècle. L'histoire de la récompense est aussi l'histoire de ses imperfections. Certaines décisions laissent perplexes dès leur annonce. La lobotomie, technique chirurgicale consistant à sectionner les connexions du lobe frontal pour traiter les troubles psychiatriques sévères, vaut à son promoteur, le neurologue portugais Egas Moniz, le prix de physiologie et médecine en 1949. La pratique sera progressivement abandonnée et discréditée dans les décennies suivantes. Le DDT, insecticide dont les effets dévastateurs sur les écosystèmes seront documentés à partir des années 1960, avait été salué en 1948 comme une avancée majeure contre le paludisme. Ces épisodes ne disqualifient pas le principe de la récompense. Ils rappellent simplement que le savoir scientifique est un chantier permanent et que ce qui paraît une avancée décisive à un moment donné peut être réévalué à la lumière des connaissances ultérieures. D'autres critiques sont de nature différente. La règle selon laquelle le prix ne peut être partagé entre plus de 3 personnes reflète une conception de la science comme œuvre d'individus géniaux, conception qui correspond au XIXe siècle de Nobel
mais s'accorde mal avec la réalité de la recherche contemporaine. Les grands projets scientifiques mobilisent aujourd'hui des centaines, parfois des milliers de chercheurs. La liste complète des scientifiques ayant contribué à la découverte du boson de Higgs occupait 15 pages. Attribuer le mérite à 3 d'entre eux relève nécessairement d'un arbitrage qui échappe à la pure logique méritocratique. La dimension politique du prix de la paix, et dans une moindre mesure du prix de littérature, a également suscité des débats récurrents. Certaines attributions semblent répondre davantage à des considérations diplomatiques du moment qu'à une évaluation rigoureuse des contributions à la paix durable. La Suède, petit pays d'Europe du Nord dont l'influence sur la scène mondiale est sans commune mesure avec sa taille, a su transformer la cérémonie annuelle de Stockholm en instrument de rayonnement soft. Le prix Nobel est devenu l'une des rares occasions où le monde entier attend avec attention ce que la Scandinavie a à dire. L'absence d'un prix de mathématiques a engendré, au fil des décennies, une floraison de légendes. La plus répandue veut qu'une femme aimée par Nobel lui ait été infidèle avec un mathématicien, et que Nobel ait vengé cet affront en excluant la discipline de sa liste. Les biographes ont cherché sans succès des preuves documentaires de cette histoire. Le site officiel du comité Nobel offre une explication beaucoup moins romanesque. Nobel s'intéressait avant tout aux sciences ayant des applications pratiques immédiates, et ne voyait pas dans les mathématiques pures une activité susceptible de bénéficier directement à l'humanité, au sens où il l'entendait. Cette explication est cohérente avec l'ensemble de sa pensée. Elle est aussi beaucoup moins divertissante que l'histoire du mathématicien jaloux, ce qui explique sans doute pourquoi cette dernière continue de circuler. La fortune des Nobel en Russie connaît une fin brutale. La nationalisation des puits de pétrole de Bakou par les autorités soviétiques en 1918 prive les héritiers de leur dernier actif industriel important. L'empire pétrolier que Robert et Ludwig avaient bâti avec une énergie remarquable disparaît du jour au lendemain, absorbé par l'État bolchevique sans compensation. La branche familiale qui avait espéré hériter de la fortune d'Alfred se retrouve privée à la fois de l'héritage qu'elle avait contesté et des actifs russes qu'elle croyait pouvoir conserver. Ce dénouement a parfois nourri une théorie selon laquelle les autorités soviétiques auraient agi de concert avec les intérêts de Rockefeller pour éliminer les Nobel du marché pétrolier mondial. Aucun document n'étaye cette thèse de manière convaincante. Elle s'inscrit dans une longue série de spéculations qui entourent la figure de Nobel et dont la persistance dit quelque chose sur la fascination que cet homme continue d'exercer. Ce que l'histoire retient d'Alfred Nobel est en définitive plus complexe que ce que la nécrologie publiée par erreur en 1888 avait voulu fixer. Il n'est ni le philanthrope désintéressé que la cérémonie annuelle de Stockholm tend à célébrer, ni simplement le marchand de mort que ses détracteurs voyaient en lui. Il est les deux à la fois, et l'inconfort que produit cette coexistence est peut-être la marque la plus honnête de ce que fut réellement sa vie. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire. Si elle vous a donné matière à réfléchir, laissez-nous un like et abonnez-vous à Histoire cachée. Chaque semaine, Étienne Valmont vous propose un nouveau portrait de ces figures que l'histoire officielle n'a pas tout à fait su raconter.